Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast, le 4e de la série réalisé par MCG sur un sujet qui aujourd'hui concerne la cybersécurité dans le monde industriel. Et nous accueillons Christophe Kamerlingh, CEO de la société Agientech. Christophe, bienvenue. Bienvenue, bonjour à tous. Pourrais-tu te présenter en quelques mots? Quel est ton rôle, ce que tu fais chez Agientech, ce que fait Agientech aussi? Christophe Kamerlingh, comme tu l'as dit, donc j'ai créé Agientech il y a maintenant 2 ans et demi. Agientech est intégrateur de solutions dans le monde industriel autour du capteur, du réseau, de l'OT en général, et gérer tous les éléments qui vont être communicants sur les réseaux industriels. Et dans ce cadre-là, on intègre également de la robotique et plein d'équipements qui à terme vont interagir, communiquer dans les processus industriels pour les commander et les piloter. Et donc mon parcours, j'ai à peu près 15 ans dans l'OT et j'ai aussi 15 ans dans l'industrie, ce qui est assez important dans le job et dans le rôle que l'on espère jouer auprès de nos clients. Super. Donc, de mon côté, Grégory Mathias, je suis consultant et forcément fondateur de MCG avec 25 ans dans le secteur de l'infrastructure et de la cybersécurité. Alors, peut-être pour revenir, Christophe, sur la cybersécurité dans le monde industriel et pour éveiller chez nos auditeurs l'importance de traiter ce sujet, il est clair que les publications dans les médias des cyberattaques réussies, telles que celles de Picanol et d'Asco il y a quelques années, les questions posées par les entreprises lors des conférences, et tu en sais quelque chose, le rapprochement de l'IT et de l'OT, ainsi que les besoins de cette fameuse industrie 4.0, on parle même de l'industrie 5.0 aujourd'hui, puis le NIS 2, qui est censé arriver en 2024. Scoop, il y a 1 ou 2 jours, j'ai vu passer que la première transposition en droit belge, en tout cas, allait être discutée. Eh bien, ce sont tous des éléments qui montrent à quel point il est important de traiter de ce sujet aujourd'hui. Alors, pour ça, je propose qu'on partage un petit peu nos constats d'abord dans cette thématique et j'en ferai juste quelques-uns qui me tiennent fort à cœur. J'en ai 3. Le premier, il va te rappeler une expérience passée, c'était le 7 juin 2010. 7 juin 2010, le monde a basculé, car pour la première fois, un malware, on va dire un logiciel malicieux, s'attaquait à des infrastructures industrielles. Alors certes, par n'importe lesquelles, il détruisait les centrifugeuses d'uranium iraniennes, d'enrichissement d'uranium iranienne. Il s'appelait Stuxnet. Premier constat, on est en 2010, oui, ok, ça fait 13 ans, mais le monde a changé, le monde a réellement basculé ce jour-là. Le deuxième constat, il est finalement basé sur l'enquête d'Agoria de 2021, qui apportait des constats eux-mêmes édifiants, et je n'en citerai que 2. 60% des operating systems Windows utilisés dans le monde industriel ou comme PC de production étaient obsolètes. C'est-à-dire plus supportés, etc., etc. 48% des répondants ne font pas ou très rarement des mises à jour de sécurité. Et 58% sont tout à fait certains de détecter une cyberattaque rapidement. Je trouve que ces constats sont assez édifiants quand on les compare à la quantité de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans les médias et subies par les entreprises. Et le tout dernier, il est tout récent. Il vient juste de sortir. C'est celui qui vient du rapport de l'ENISA, donc l'ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, donc l'agence de cybersécurité européenne. Dans son rapport d'octobre 2023, il parle de ce qu'on appelle le threat landscape, donc l'environnement de menaces auquel on fait face. Et dans le secteur manufacturier, ils identifient que ce secteur, le secteur industriel, est le 5e secteur le plus important en nombre d'incidents cyber. Calculé sur une année, de juillet 2022 à juin 2023, on parle de 7% de l'ensemble des incidents qui ont été subis par ce secteur.
Et pour faire juste une comparaison qui fait légion, puisque souvent on me dit on n'est pas une banque, le secteur bancaire et financier à lui seul ne cumule que 6% des incidents. Christophe, toi de ton côté, dans ton métier, là où vous êtes en contact direct avec le secteur industriel et donc loté, qu'est-ce que tu perçois ? Les chiffres que tu as donnés paraissent assez en ligne, sauf le dernier, 7%. Je pense que ça sous-estime un peu, parce que par nature, l'industriel va pas trop déclarer qu'il a une usine à l'arrêt, qu'il pourra plus livrer ses clients, etc. Donc, voilà, c'est le seul sur lequel je mettrais peut-être personnellement un bémol. Mais ce qu'on constate souvent dans l'industrie, en fait, c'est que il y a peu de connaissances réel de ce qui se passe au niveau des flux de communication, ni même de l'infrastructure elle-même au niveau du site. Assez souvent, on arrive dans une usine, le gars dit on vient d'installer une machine, comment tu l'as connectée ? J'ai ouvert une baie informatique, il y avait une prise libre, j'ai mis le câble, on l'a pingé, ça répond, ça fonctionne, on est parti. Mais alors, aucune expertise, même pas toujours discuter avec l'IT, savoir ce qui est fait et ce qui est à faire. Et donc, il y a le mode de fonctionnement, en fait, parfois, même d'un industriel, on a l'impression que c'est à peu près le même qu'à la maison, quoi. On achète une borne, hop, on la connecte, on commence à discuter avec pour donner des ordres, etc. C'est ce qu'on fait à la maison. Mais l'industrie, c'est quand même beaucoup plus gênant. Et effectivement, le fait de travailler avec des systèmes obsolètes sur des infrastructures, qu'on ne maîtrise pas, des flux de communication dont on n'a même pas connaissance et qui s'installent, on va dire de manière pérenne, pas safe, mais pérenne. C'est vrai qu'il y a vraiment des questions là-dessus à se poser. Et après, la deuxième chose qu'on rencontre également de plus en plus souvent, c'est les accès à distance. Donc, la plupart des fournisseurs de machines, d'équipements, etc., pour éviter les déplacements, noble intention, notamment par rapport à tout ce qui est écologie environnementale, etc., mais ce qui se passe souvent, c'est que voilà, il y a un accès qui est donné, qui est même pas parfois donné, et quelquefois même le client ne sait pas qu'il y a une connexion 4G vers sa machine. C'est fait de manière complètement, je dirais, naturelle. Mais encore une fois, sans aucune analyse de est-ce que ça crée des failles de sécurité ou ce genre de choses. Et donc, souvent, ce qui est dit, c'est que voilà, l'IT fait le rempart, nous on est derrière, on est safe. Sauf que quand tu as une liaison 4G, ça fait un peu le cheval de Troie, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas un virus Trojan ou quelque chose comme ça, ça me dit quelque chose. Hein. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire sur celui-là. Et je dirais, voilà, c'est vraiment peu de prise de conscience par rapport au risque, et peut-être aussi du fait qu'il y a un manque de communication quand il y a un vrai problème qui arrive sur ces sites, quoi. Et le deuxième point, c'est quand les gens se posent les bonnes questions, heureusement il y en a, et plus quand même qu'on ne le pense, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que le fournisseur de machines, l'intégrateur d'automatisme, etc., n'a pas forcément non plus une connaissance, on va dire, pointue et détaillée de ce qu'il faut faire pour protéger la liaison, etc., etc. Et donc, quand le client l'interroge en disant « Qu'est-ce que vous utilisez ?» ils sortent quelques noms de produits connus en disant « Voilà, ça c'est connu, vous avez regardé sur le net, pas de problème, c'est safe. » Mais l'interlocuteur client n'a pas l'expertise pour valider est-ce que c'est safe. Oui, on peut balancer des grands noms, Siemens, Rockwell, etc. Ils ont certainement des solutions qui sont très très bonnes, qui sont très très bien dans certains contextes. Suffisantes ou pas, ça va aussi dépendre un peu de l'infra du client. Donc c'est des choses réellement à voir dans une globalité. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un manque de prise de conscience chez certains, et un manque de... Les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, en fait, aussi dans ce monde-là. Et ça c'est assez problématique aussi, je pense. Avant de passer au sujet suivant, ce que tu me dis m'interpelle pour deux raisons. D'abord parce que notre précédent podcast concernait toute la problématique de la sensibilisation des PME à la cybersécurité, donc de manière large, pas uniquement dans le secteur industriel. Et que hier, dans le cadre d'un projet fédéral, on m'a demandé de faire partie d'un advisory board
où le projet, en l'occurrence qui a été remporté, avait pour objectif de sensibiliser le secteur industriel à la cybersécurité. Et donc, si tu veux, la conclusion un petit peu du podcast que nous avons fait précédemment était de dire la sensibilisation c'est bien, mais c'est pas suffisant et c'est pas ça qui va permettre d'aller dans la réalisation. Et à contrario, dans la foulée, je fais partie de cet advisory board où je vois que dans ce projet, il a été financé quelque chose qu'on appelle la formation en 1 heure. Donc la formation en 1 heure, pour moi, c'est de la sensibilisation, soyons clairs, et dans le secteur industriel. Là, ce que tu me dis, c'est a priori, on a un manque de sensibilisation, on a un manque de compétences, à la fois des clients et des fournisseurs, en majorité. Est-ce que tu crois que ce type de projet va pouvoir faire quelque chose, aboutir à quelque chose? Je dirais, je l'espère sincèrement. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe d'un point de vue climatique, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas sensibilisé à ce qui se passe, je pense que ce serait quand même une hérésie. Quand on voit ce que tout un chacun fait, ça confirme que c'est une hérésie, mais là dans le sens opposé du terme. C'est pas parce qu'on en a conscience, qu'on a la connaissance du problème qu'on va le traiter. Donc j'espère que oui. Maintenant, cette partie cybersécurité au niveau de l'OT, en plus de justement cette problématique de connaissances et de compétences, c'est vu comme la cybersécurité IT, mais voilà, maintenant qui est quand même, je pense, prise de manière beaucoup plus sérieuse, à bras-le-corps et avec... Ok, t'as pas l'air tout à fait en phase, mais il y a quand même beaucoup de sociétés où nous on voit que l'OT est vraiment l'enfant pauvre de la cybersécurité, où il y a des vraies politiques cyber. Elle est juste pas descendue au niveau de l'OT parce qu'il y a toujours cette frontière un peu fuzzy entre l'OT et l'IT, mais ça reste quand même vu comme étant, voilà, c'est un truc qui coûte. Oui, c'est comme une assurance. Tu croises les doigts tant que t'en as pas besoin, et le jour où tu as besoin, tu dis heureusement que je l'ai payé. La seule différence, c'est que dans la cyber, si tu es bien protégé, tu verras même pas forcément que tu as subi une attaque, donc tu vas même pas forcément t'en rendre compte que tu as utilisé l'investissement que tu as fait. Donc voilà, c'est il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la sensibilisation actuellement. Maintenant, voilà, je reste un peu sceptique, mais je compte sur ton pouvoir de persuasion dans l'advisory board pour faire avancer, bouger les choses également. Je ne suis qu'à l'advisory board, mais en tout cas, on arrive à la même conclusion. Hein, je crois que ça paraît évident. Maintenant, pour nos auditeurs, je voudrais partager notre rencontre, parce que c'est quand même important. Je t'ai demandé de venir partager ce podcast avec nous, mais peut-être pour que nos auditeurs comprennent bien, on s'est rencontrés il y a 17 ans. On est en 2006, donc ça fait un petit paquet d'années. Hein, et on s'est rencontrés dans le cadre d'un projet de sécurisation d'usines de production dans un grand groupe industriel mondial dans lequel tu travaillais. Et notre rencontre n'a pas été simple au début, hein, parce que on a dû se comprendre et c'était pas tout à fait évident, puisque notre langage, ou nos langages, on va dire ça comme ça, de l'IT de mon côté, cybersec, etc., et de ton côté l'OT, l'automation, les usines, la production, c'était pas les mêmes. Les objectifs qu'au départ nous avions ne sont pas les mêmes. Hein. On n'a pas les mêmes bases. Finalement, les protocoles techniques n'étaient pas les mêmes. Donc, en fait, tout nous différenciait. Mais on s'est retrouvé avec un objectif à atteindre, qui était quand même de sécuriser ces usines. Et cette expérience est pour moi une expérience très enrichissante à plus d'un titre. Pourquoi ? Parce que on a démarré d'une page blanche dans laquelle, il y a à l'époque, quand même, hein, il n'y avait pas de référentiel, on ne parlait pas d'IEC 62443, blablabla, tout ça, ça n'existait pas. Et on a dû quand même créer et construire, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, et créer ensemble une architecture sécurisée et résiliente. Et on s'est basé finalement sur quelque chose, on a mis en œuvre les bonnes pratiques, le bon sens, et on a quand même fait preuve d'un brin d'innovation dans ce secteur qui en avait bien besoin. Et je tenais à la partager avec nos auditeurs parce que c'est une rencontre qui porte tout son sens aujourd'hui
aujourd'hui où on commence à parler de cybersécurité dans le monde industriel, où on commence à avoir de la sensibilisation, et d'expliquer que le chemin, finalement, on n'est pas né hier en disant nous on comprend, on a dû apprendre et on a dû partager des projets et des succès pour pouvoir y arriver. Maintenant, pour revenir à la problématique, ou en tout cas à ce qu'il existe aujourd'hui comme initiative dans le monde du côté francophone, wallon pour pas le parler, tu fais partie du pôle Mécatech, de manière indirecte dans l'ADN. Peux-tu nous expliquer un petit peu les initiatives qu'il y a dans ces domaines, dans le domaine de la cybersécurité industrielle? Les pôles de compétences aujourd'hui travaillent beaucoup sur la partie sensibilisation dont on a parlé juste avant, et il y a vraiment des choses intéressantes qui sont faites, qui sont poussées, qui sont supportées, qui sont aidées au travers d'initiatives de budget qui sont débloquées pour de la digitalisation. Donc quand on parle dans des projets de digitalisation industrielle, il y a autour de ces projets-là, toujours cette connotation de dire attention, il faut se digitaliser, attention à protéger vos datas, à assurer vos backups, voilà, tous les basiques de la cybersécurité. Il y a beaucoup d'événements autour de la sensibilisation, et on a des tu parlais de l'ADN, il y a le pôle Mécatech, j'ai eu l'occasion aussi d'intervenir avec Greenwin. C'était une expérience client en plus dans le cadre d'Agientech, mais il y a eu un témoignage d'un industriel qui s'était fait hacker, son usine a été complètement arrêtée, et donc effectivement il avait mis en place un projet de digitalisation, etc. Et malheureusement, il a eu une faille de sécurité et toute son usine est arrêtée. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont faites au niveau de ces pôles, au niveau de la sensibilisation, au niveau de cette digitalisation, et qui fait vraiment du sens. Et qui pousse aussi, je dirais, les intervenants comme nous, et là je parle vraiment avec la casquette Agientech, parce que nous on n'a pas l'expertise réellement cyber, c'est pour ça qu'on a créé Cyber for Industry ensemble, parce que voilà, je me sentais pas la légitimité en fait d'aller discuter de ce genre de sujet seul, parce que la compétence cyber a été elle est chez toi, la compétence OT est chez nous, et ce qui est bien avec ces pôles de compétences, on a parlé de l'ADN, donc qui est l'agence du numérique, le pôle Mécatech qui est plutôt, on va dire, une partie mécanique au niveau de pôle de compétences, mais il parle de cybersécurité. Greenwin et l'autre, il y avait Essentia, et l'autre pôle de compétences, chimie, plasturgie, etc. Ils ont fait quelque chose de commun aussi. Le sujet est arrivé également. Non, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un pôle qui ne va pas intégrer dans ses projets cette variante, cette composante plutôt cyber, comme il y a des composantes économie circulaire, environnementale, etc. Et ça, je pense que ça peut aussi amener, au-delà de la sensibilisation, certaines contraintes de dire, si tu veux que ton projet passe, il faut que l'ensemble de ces composantes qui sont maintenant cruciales et critiques soient prises en compte. Donc, si je t'entends bien, il y a de multiples initiatives qui sont fortement axées dans des secteurs, donc sectoriels, dans ces fameux pôles de compétences sectoriels. Tout à fait. Et qui, pour toi, en tout cas, ont plus de sens que simplement de l'aborder de manière complètement transversale et, on va dire, pas tout à fait en parlant la même langue que finalement le secteur en lui-même avec ses propres besoins. C'est bien ça que je crois comprendre de ce que tu dis. Oui, tout à fait, parce que ces pôles-là, quand tu fais partie d'un pôle, quand tu es un industriel, si tu fais partie d'un pôle chimie, plasturgie, d'un pôle mécanique, etc., c'est parce que tu y trouves un intérêt. Et donc, en général, la parole, et j'espère que la parole qui est amenée par les différents experts et les différents porteurs de projets dans ces pôles de compétences-là sont entendus, reconnus dans leur métier. Et donc, s'il est reconnu et que le gars dit « Ouais, mais fais gaffe quand même à assurer que ton processus industriel soit résilient en cas d'attaque, etc. », que ça va peut-être porter un peu plus que des grandes paroles des politiques où on a des ministres qui sont en charge de la cybersécurité, etc. Ce qui est vraiment très très bien. Mais ça reste tellement large et tellement global
que l'industriel il peut se dire moi je me sens pas réellement concerné. Et maintenant par rapport à toutes ces actions là, tu parlais de la NIS 2 aussi, elle rentre quand même, on en parle de plus en plus également. Et voilà, celui qui est pas NIS 2, en Belgique, il y a plus de 80%, je sais plus les chiffres, je sais pas si tu les as en tête, mais il y a 80 ou 85% des entreprises belges qui vont de toute façon être contraints par la NIS 2 de par les clients avec lesquels ils travaillent. Donc ça va devenir, pour garder son business, il y aura de toute façon, je pense, réellement ce besoin d'être entre guillemets cyber compliant avec la NIS 2. Très bien. Alors, tu as commencé à toucher un petit mot de notre initiative commune, donc de cette fameuse rencontre riche de notre projet, etc. On s'est un peu perdu de vue et finalement, on s'est retrouvé à une période un peu compliquée qu'on appelait la Covid. Hein. C'était une période où toi, finalement, tu as repris et créé Agientech. Et donc, on s'est retrouvé et lors d'une discussion, je me souviens, on est parti d'un constat commun. Le secteur industriel a besoin d'aide pour mettre en œuvre des solutions pérennes et donc de la cybersec. Et ce constat commun, toi, venait de l'observation, de notre projet, de ce que tu voyais, de comment tu anticipais l'évolution du secteur dans lequel tu es très très proche. Et nous, il était même issu d'une étude de marché qu'on avait commandée, dans lequel on n'avait pas commandé spécifiquement une étude de marché sur le secteur industriel, mais il était apparu que le secteur avait besoin d'aide et des besoins énormes en cybersécurité. Et donc, finalement, de cette discussion est né le fait que on s'est dit qu'il fallait un acteur unique qui était capable de parler les deux langues. Et donc, on parle bien des deux langues, l'IT, OT, cybersécurité, autour de ces deux thématiques-là, et qui avait déjà une grande expérience de terrain dans les deux mondes. Parce que il est clair que quand on se lance, on découvre la vie, et il fallait quand même avoir roulé un petit peu sa bosse, comme on dit, pour pouvoir le faire, et avoir mené des projets avec succès dans les deux mondes. Et c'est ce qui nous a amené finalement à joindre nos forces dans une joint venture qu'on a appelée Cyber for Industry pour répondre à ces besoins. Et je conseille d'ailleurs à nos auditeurs d'aller visiter le site www.cyber4forindustry.com et de voir l'offre de solutions, de services que l'on peut vous fournir. Maintenant, pour en revenir à ces éléments de sensibilisation, ou entre guillemets à cette importance d'arriver à faire prendre conscience au secteur industriel qu'il faut mettre en œuvre de la cyber, ou en tout cas des solutions qui vont pérenniser leur chaîne de production, puisque finalement on va parler leur langage, hein, si j'utilise le tien plutôt. On est très vite arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre ou développer un démonstrateur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi un démonstrateur? Parce que c'est pas habituel dans le monde de l'IT, hein, donc ça déjà. Et deuxièmement, ce que va faire notre démonstrateur. Donc effectivement, le démonstrateur dans le monde de l'IT, la seule démonstration que je me souvienne, c'est celle de Bill Gates avec son écran bleu. La nôtre, elle sera un peu plus longue et un peu plus pratico-pratique, on va le dire. Et en fait, ce qu'on a fait, on a pris un automate, on a mis une interface homme-machine sur cet automate-là, et on a mis un petit système avec un vérin qui va trier des balles de ping-pong de différentes couleurs. Ça va bien fonctionner. On va juste dire, la bleue, la blanche, vous allez là, la verte, tu vas là. Tout se passe bien. On va pas simuler une attaque. On va attaquer réellement l'automate, et on verra que lorsque l'automate sera attaqué, en fait, les balles, elles iront plus du tout de la manière dont c'était prévu qu'elles aillent. En revanche, au niveau de l'opérateur, au niveau de la restitution sur l'interface homme-machine, l'opérateur se rendra compte de rien, parce que l'attaque fera qu'on va dérégler complètement la partie action du PLC, mais ce que l'opérateur souhaite voir, il le verra. Donc, je dirais, on parle seulement de balles du ping-pong. Donc, on peut imaginer ce qui pourrait arriver si ça se passait avec des produits chimiques, avec des sociétés de traitement des eaux potables, avec des raffineries ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Et là, effectivement, la sensibilisation, elle se fera plus par quelque chose qui sera vraiment visuel, quoi. Donc,
pourra même demander aux gens qui sont là de manipuler. Nous, voilà, on fait rien et on laisse, on montre ce qui se passe. Et donc la deuxième phase en fait de la démonstration, c'est dire ok, ben maintenant on va mettre en place les garde-fous pour éviter ce genre de problème. Et on verra que bah voilà, l'attaque ne se propagera pas. Là, on va dire c'est un cas voilà qui est très simple mais qui montre le côté pratique de ce qui se passe quand un site industriel est hacké et dont on perd complètement le contrôle et ce qu'on peut faire pour le protéger. Néanmoins, et je pense qu'on est assez en phase là-dessus, quoi qu'on fasse de toute façon, ça va être du retardant. À un moment donné, il y a rien, on pourra jamais garantir qu'une faille va pas être pas suffisamment vue suffisamment tôt et qu'elle va être exploitée. Donc voilà, il y a toute la cybersécurité, c'est pas uniquement la mise en place d'outils, c'est vraiment aussi tout ce qui va autour. Et là, on le reprend pas dans le démonstrateur, mais sur les backups, c'est la formation des personnes qui utilisent, pas venir avec une clé USB, etc. Donc ça, on l'abordera pas, mais on verra vraiment une attaque et un système dont on perd complètement le contrôle. Donc, entre guillemets, on va faire en sorte que de la sensibilisation imagée, on va démontrer visuellement et réellement comment ça se passe, à la fois en termes on va dire de conséquences. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une attaque réussie? Oui. Petite conséquence, puisque si des balles de couleur finalement changent, c'est pas encore trop grave, mais comme tu l'as dit, si ça touche, on va dire, les eaux potables, et ce grand et vaste sujet pour le moment médiatiquement, mais on va pas revenir là-dessus, c'est quand même, ça peut toucher à la santé de la population, donc on parle quand même d'autre chose. Mais en tout cas, on va dire, les personnes qui vont voir le démonstrateur vont pouvoir vraiment se transposer par rapport à ce qu'ils vivent au jour le jour de manière très très visuelle et très réaliste. Et donc parfait. Alors tu as abordé un petit peu la problématique de NIS2. Juste peut-être compléter l'information. Je pense qu'il est important, c'est que le démonstrateur est en plus transportable. Donc, s'il y a un besoin particulier chez un client où on parlait des pôles de compétences qui font des événements, etc., on peut très facilement, toi comme moi, on le met dans la voiture, on l'amène, et voilà, il est là, et physiquement transportable, il suffit juste une prise de courant, et donc on peut montrer, démontrer et voir de manière pratico-pratique ce qui se passe. Oui, on l'a voulu facile d'accès et facile entre guillemets pour toucher un maximum de monde, bien sûr. Alors, je voudrais revenir sur le NIS2. Donc, tu en as parlé. Tu as parlé d'un nombre de sociétés qui seraient touchées en pourcentage de l'ensemble de la Belgique. Je ne le connais pas. J'ai pas vu ces estimations passer. Par contre, il est clair que le NIS2 est vraiment une bombe à retardement, si on peut en parler ainsi, pour le secteur industriel. Pourquoi ? Parce que tout le secteur industriel qui va être considéré comme opérateur stratégique ou essentiel, ou peu importe la terminologie, ou important, en tout cas, plus ou moins, d'après les estimations que j'ai entendues, 3500 entreprises en Belgique, vont devoir satisfaire à la réglementation qui est en train d'être transposée. Et donc, on est en train de parler de cybersécurité, de bonnes pratiques. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le démonstrateur n'est qu'une démonstration d'un outil, d'outils, d'attaques, techniques, etc. On parle aussi de process, de ressources humaines, de compréhension, d'êtres humains, de formation, etc. Tout ça, quelque part, ça se retrouve un petit peu dans NIS2. Et donc, quand tu parles des 80-85%, mais peu importe ce chiffre, ce qui est important, c'est qu'on sait que dans NIS2, c'est toute la supply chain qui va être problématique, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs de ces opérateurs dits essentiels ou importants, peu importe, ou stratégiques. Et cette supply chain, elle va toucher beaucoup de PME qui aujourd'hui participent finalement à ces éléments de fabrication industrielle. Et j'ai quand même une question qui me taraude un peu l'esprit, qui est celle de dire la chose suivante, Christophe. Secteur industriel, même si on a travaillé ensemble, moi, c'est pas quelque chose que je côtoie nécessairement tous les jours. Bien sûr, on a des clients dans l'industriel, mais c'est quand même pas tous les jours. Comment se fait-il que ce monde industriel est si lent à l'intégration de ce besoin ?
je pense que je l'ai touché un peu du doigt précédemment. Pour la plupart, allez, de toute façon, on reste toujours on va dire, dans certains travers, on va dire, de l'esprit humain. Premier, ça va être le coût. À partir du moment où on parle cybersécurité, c'est vu comme une assurance, comme un coût qui va pas amener de productivité. Calculer un payback là-dessus, voilà, ça se fait pas. Donc voilà, quelqu'un qui va présenter ça à son CIO, qui va dire on doit dépenser X% du résultat pour pas avoir plus de résultats à la fin. Ça va être compliqué. En revanche, je pense que la bonne approche pour convaincre un CIO, c'est de lui expliquer le risque de ne pas faire et de dire on parle pas de payback, mais le risque de ne pas faire, ça va amener, si on est attaqué, si on perd une usine sur les 10 qu'on a, en considérant que c'est à peu près homogène au niveau du chiffre, on perd 10% du résultat. Et donc là, on perd en images et donc en pas mal de choses. Donc ça, la première, c'est le coût. La deuxième, comme je disais, l'OT a été assez long à la détente sur cette partie cyber, parce que même si Stuxnet est arrivé effectivement en 2010, je dirais après, on n'a pas forcément entendu beaucoup parler d'attaques, etc. Là, je dirais, c'était, je pense, plus un buzz voulu par la diplomatie mondiale, de se dire, OK, on a arrêté les Iraniens avec un bête virus ou quelque chose comme ça. Et on a pu beaucoup entendu parler. Et ensuite, il y a l'IT, toute la partie cyber IT qui est arrivée, les hôpitaux, les banques, etc. Là, l'argent est tombé et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc, voilà, les CIO, les services techniques se protègent aussi derrière l'IT, comme je disais précédemment, et se disent maintenant, on est safe. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où, tu peux plus te connecter facilement sur un réseau, etc. En revanche, il y a peu d'endroits où on dit, tu laisses tes clés USB à l'accueil ou ce genre de choses. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce problème de connaissance du risque, de savoir par où ça peut arriver et de quelle manière. Un autre des éléments également, je pense, c'est on est encore sur des systèmes qui sont très hétérogènes. Donc on parlait tout à l'heure de Windows XP, on est parfois sur des protocoles de communication qui fait qu'avoir 30 ans dans le métier fait remonter quelques dizaines d'années en arrière, et des protocoles maintenant on en parle. Ceux qui sortent de l'école maintenant, ils ont absolument aucune idée de quoi on parle. Donc voilà, il y a pas mal de choses, et l'industrie par habitude dit aussi, tant que ça marche, on remplace pas. Sauf que quand tu as des systèmes qui sont très anciens, très vulnérables, voilà, c'est un trade-off, c'est dire ok, où on le change pour se protéger plus, et alors qu'il n'y a pas réellement besoin, parce que ça fonctionne plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a de l'arrêt, il y a de l'arrêt de production, il faut reformer les gens sur des nouvelles technologies et ce genre de choses. Donc il y a cette partie-là, et je pense que la troisième revient aussi au fait de se dire, finalement, on ne doit pas être si vulnérable que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases, quoi. Donc, il n'y a pas un mois, je pense, où on n'entend pas à la radio un hôpital, une ville qui s'est fait hacker, etc. Mais des industriels, t'en as nommé tout à l'heure. Moi, j'en connais aussi. Donc, on peut pas tous les nommer parce qu'ils ont pas tous rendu ça public. Mais il y a beaucoup plus d'industriels qu'on ne le croit. Et encore une fois, ils ne communiquent pas dessus parce que, en termes d'image, dire mon site s'est fait hacker, ça peut laisser croire à une certaine négligence. Parfois, sur des sites qui sont super bien protégés, mais voilà, ça c'est quand même... il y a quand même eu une faille qui a été exploitée, et donc veulent pas perdre de clients, veulent pas perdre de marché, veulent pas que ce soit exploité par le concurrent, et donc voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Là, l'adage fait vraiment son sens quand on perd la conduite de son outil de production, quoi. D'accord, mais est-ce que finalement le phénomène d'accélération de la thématique de la cybersécurité industrielle ne vient pas de cette évolution vers ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'industrie 4.0 ? Oui, de toute façon, c'est clair. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qu'on connaît qui ne communique plus. Moi, je me rappelle il y a encore quelques années d'ici, on prenait un capteur de pression.
on le branchait en 420, il communiquait, enfin, je vais pas dire qu'il communiquait pas, il transmettait ses signaux analogiques. Maintenant, sur ces signaux analogiques, il y a un protocole de communication, il va aussi transporter une valeur de température et d'autres éléments. Donc, voilà, tout se met à communiquer de toute façon de plus en plus. Et donc oui, l'industrie 4.0 et 5.0 va amener de plus en plus cette problématique réellement au centre. Et après, les puissances de calcul qui sont demandées par de l'IA, etc., vont amener de plus en plus également de la donnée et de la communication vers le cloud. Et là, voilà, qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on arrive dans des systèmes, que ce soit Amazon, Microsoft, etc. Donc, en finalité, quand on regarde le contrat, il dit on fait ce qu'on peut pour que vos données restent là, mais on ne garantit rien. Et voilà, après, là, quand on parle de ça, c'est plus de ton côté, Greg, savoir comment on peut protéger ce genre de choses. Mais effectivement, je pense que le risque s'accroît de plus en plus. Et il faudrait beaucoup plus, je pense, de témoignages de gens qui ont eu le problème dans leurs unités de production pour qu'il y ait vraiment une remise en question et une remise à plat des choses. Et in fine, quand je vois parfois dans certaines usines, et quand je me fais une estimation, on va dire au doigt mouillé, de ce que ça coûterait de faire les choses bien, on parle pas toujours de sommes pharaoniques, quoi. On peut vraiment faire des choses avec du bon sens, petit à petit, et tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une fondation qui soit bien, et après on vient reconstruire dessus au fur et à mesure. Mais effectivement, ça va de toute façon s'accélérer, et il y aura de plus en plus de besoins, ça c'est clair. Donc si je conclue et je résume un petit peu nos échanges, première chose, c'est que manifestement les témoignages, on va dire les expériences médiatiques sur les sociétés industrielles qui ont été impactées ne sont pas nombreuses, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement les divulguer. Que tu soulignes qu'il faudrait en avoir plus pour finalement aussi conscientiser un petit peu plus. Plus de divulguer, Plus de divulguer. Pas plus d'attaques, on est bien d'accord. Plus de divulguer, qu'elles apparaissent, que les gens soient prêts à témoigner. Deuxièmement, tu dis même que les chiffres, qu'a priori les NISA sont sous-estimés parce que les gens n'ont pas, en tout cas dans le secteur industriel, vocation à nécessairement l'avouer. Que finalement, on est en un momentum parce qu'il y a une accélération de la digitalisation de ce secteur. Un momentum, non pas uniquement parce que les attaques grandissent, mais parce que c'est un secteur qui est vraiment vulnérable aujourd'hui et qui va le devenir d'autant plus qu'il va se digitaliser et se connecter au monde extérieur, ce qui est indispensable aujourd'hui dans les futures industries X.0, appelons-les comme ça. Et que finalement, à travers une approche de compréhension commune des besoins, non seulement du secteur industriel, de l'automation, mais aussi des problématiques cyber, on a aujourd'hui le moyen d'y répondre de manière sensée, à un coût, on va dire, relatif, à un coût d'opportunité, c'est-à-dire le fait de ce que ça coûte par rapport à ce que ça coûterait si on ne le fait pas, qui est aujourd'hui plus que raisonnable. En tout cas, Christophe, on sait que c'est en marche et qu'on est prêt à aider nos clients. Je te remercie en tout cas pour nos échanges. Merci à toi, Grégory, de l'invitation et de l'échange. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.